L'idée, par rapport au qualia, c'était d'essayer de définir un peu ce qu'un espace subjectif induisait en nous et comment il modelait notre rapport au monde matériel par association sensorielle. Comment cet espace se réfléchit en nous et dans un cadre naturel, comment intégrer cet espace dans une conception du monde où tout est mesurable, où tout est perceptible, ou en tout cas quasi perceptible moyennant certaines technologies. On se rend compte qu'il y a un élément qui n'apparaît pas dans la nature et pourtant qui est vécu. Il y a donc un aspect de notre expérience qui est indirectement perceptible et qu'on peut traduire grâce au langage et aux représentations. Et donc l'enjeu serait non pas de rajouter pour rien, comme certains peuvent s'y opposer, un plan métaphysique, mais plutôt de le laisser transparaître et se dessiner afin de regarder de manière plus complète tout ce qui est expérimenté. La subjectivité via l'humain, mais aussi tous les différents types de subjectivité qui ne seraient pas strictement dans un cadre anthropocentrique. Cela soutiendrait le fait que d'autres règnes que le nôtre, d'autres formes d'existence, pourraient posséder un espace subjectif de diverses natures. En effet, la vie en s'organisant dans du sensible est potentiellement un espace de sensations vécues. Alors, peut-être pas de sensations de soi perçues dans le cas d'une particule ou d'une cellule par rapport à un végétal ou un mammifère. Par contre, s'il n'y a pas forcément de perception de soi en tant qu'unité d'existence pour les formes les plus primaires, voire les objets inorganiques, il y a un trajet et une interaction stimulante avec le monde sensible qui crée du vécu symbolique dans le cosmos. Une expérimentation par rapport à d'autres choses qui pourraient éventuellement les relier de manière très grossière à un monde intérieur, susciter une forme de subjectivité très réduite. À la façon d'un zombie philosophique, ce serait un monde intérieur éteint, ou avec un fonctionnement totalement différent du nôtre, mais rien ne les empêche à leur niveau d'exister aussi dans le temps-espace, et du coup d'avoir une voie d'accès à la sensation. C'est une vision profondément animiste des choses que je vais tenter de décrire selon la manière dont je l'entrevois. Il faut essayer d'envisager ce que pourrait être cet espace phénoménal, comment il se génère, son processus de fabrication dans le cosmos. Il conviendrait d'éviter de regarder ce qu'on appelle Dieu comme un objet dans l'espace qui créerait d'autres objets, ce qui est l'erreur que font beaucoup de personnes intuitivement. Il est plus pertinent de passer l'univers en échographie afin d'observer en négatif les images symboliques d'un monde qu'on a basculé dans son versant intérieur, un peu comme quand on bascule dans un rêve. Afin de structurer une pensée métaphysique, on fait appel dans un premier temps à ses propres sensations, aux impressions qui émanent de sa propre psyché et qu'on va décanter, polir pour dégager les informations les plus parlantes, les plus signifiantes. On essaie donc de dissoudre au maximum toutes les constructions religieuses et mythologiques que l'on peut avoir et qui sont bien souvent des récits déposés en soi et les interprétations sur ce que pourrait être un monde spirituel faites par d'autres personnes que soi-même. Elles pourront être très utiles par la suite pour nommer et approfondir certaines dynamiques, habiller ces mondes intérieurs de concepts et d'images spécifiques, mais dans un premier temps, on essaie de rester sur un ressenti organique, avec le moins de narration possible, pour contempler l'essence brute des choses, sans artifice et fioritures. L'idée, c'est, dans sa pensée, de déstructurer l'espace et les lois physiques, telles qu'on les connaît a priori, et de regarder comment, derrière les constructions mentales que nous avons du monde, des mouvements élémentaires et naïfs, des formes simples dans un espace abstrait, pourraient insuffler une dynamique de base à tout ce qui va se former. En remontant et remontant dans ces mondes intérieurs comme un poisson qui remonte les courants océaniques, on passe progressivement d'un monde imaginaire, puis psychédélique, à des formes abstraites et saturées de couleurs comme si on plongeait dans une peinture de Kandinsky, et dans laquelle toutes les briques qui constituent la matière se sont effondrées pour laisser la place à un blanc diffus, avorté de motifs géométriques et vibrants. En remontant encore, on peut sentir ce que ça fait d'être les formes qui se créent dans le mouvement, jusqu'à arriver à la création du mouvement lui-même. Et quand on arrive à cet endroit, depuis sa propre psyché, jusque dans le sans-forme, on peut se représenter une plage d'informations irradiée et sans contour ni limite tangible. Un présent immobile et silencieux, d'un blanc saturé et sans profondeur. Il n'y aurait aucun objet et aucun élément pour courber cette lumière, créant une plaine sans dimension et sans contraste. On pourrait se le représenter, pour que ce soit moins impalpable, comme une ligne d'horizon ou un cercle infini selon le point de vue que l'on préfère adopter. Ce cercle représenterait l'information originelle allumée derrière tout, un réservoir de données contenant en potentiel la possibilité de la vie sensible et de la conscience.
Et ce serait comme si l'information fermentait, comme s'il y avait un besoin intense de s'accoucher et de changer d'état, de livrer une parole en créant une sortie symbolique de soi. Donc ce cercle, ce tout indifférencié, se mettrait, telle une casserole de lait bouillant, à onduler très lentement, tremblant et oscillant de plus en plus rapidement. Le présent, en se mettant en branle, deviendrait de la présence et prendrait de la puissance. S'agitant et vibrant, il passerait d'un silence intense à une sonorité profonde, qui, retentissant et se propageant en cercle concentrique, formerait comme un ensemble de sphères très expérimentales et fugaces de sensations de soi. Comme si, dans ce mouvement tourbillonnant, cette présence essayait intuitivement de se sentir et de prendre forme. On est à l'endroit où tout est hyper informé, donc le moindre changement d'état prend énormément de signifiance. Chaque mouvement devient un code, un dessin qui imprègne tout ce qui va se former par la suite. Le déploiement originel crée une fuite d'informations qui fait apparaître un espace déformé, un écho de ce qui a été, un fantôme de son et un bruit. Et une perte de luminosité. C'est un début d'ombre dans laquelle la lumière vibrante et saturée s'éteint un peu. La sonorité, déformée par le bruit, crée des motifs cymatiques lumineux. Un organe de perception émerge au sein de ces interactions polarisées. Un œil intérieur qui commence à s'ouvrir comme l'obscurateur d'une caméra et qui, sur l'écran de projection, créé par l'ombre, se met à halluciner des hologrammes, à faire des flashs, à diffracter la lumière pour en faire de la couleur. Cette conscience très primitive de soi percevrait des choses dans le mouvement. Au début, il n'y aurait encore que des figures abstraites et non densifiées, comme des vagues ou des reflets dans l'eau, des ondes de forme circulaires et linéaires. Des sensations encore volatiles et primaires qui amènent un moyen de se toucher, de se sentir, et la potentialité d'expérimenter quelque chose. C'est dans cette démarcation nette entre ce qui est unifié et ce qui commence à se polariser qu'elle va pouvoir dégager des dynamiques dans le mouvement, une manière de faire circuler de l'information via une sorte de pattern, de code. Le mouvement circulaire, le cercle, représentant le tout, l'origine et la contraction, dilatation, ce qu'on nommera un zéro métaphysique, et le mouvement linéaire, la flèche symbolisant le déploiement et la sortie de soi, le un métaphysique. À l'image d'Helen Keller, cette jeune américaine qui était sourde et muette, et qui a dû apprendre à créer toute une manière de communiquer avec les autres via le toucher, il y a quelque chose dans cette présence qui cherche à traduire une sensation en langage. Une façon de prendre forme, de sculpter la lumière pour pouvoir explorer ses constructions en s'observant dedans. C'est une abstraction pour nous, car on ne comprend pas la sensation en dehors du monde sensible. Même dans un rêve qui n'est pas un espace physique, mais imaginaire, on recrée des sensations à partir de ce qu'on connaît du sensible. Alors que là, c'est toute l'information en potentiel qui passe dans une information plus diluée, plus contrastée, moins intense pour créer de la sensation. Et ce code, le 0 et le 1, dans ce contexte, introduisent cette distinction fondamentale entre intérieur et extérieur, silence qui se met à vibrer et son. Le 0 serait la somme de tous les sons réunis, cette plage d'origine qui tremble. Le 1, lui, le son qui se déploie, l'expression de cette vibration qui se propage, mais aussi qui casse la trajectoire, l'angle. À la fois signifié et signifiant, ils exprimeraient autant quelque chose dans la forme que prend l'information quand elle se déploie, que dans ce qu'ils évoquent. L'expression à son origine, cette contraction-dilatation, serait le monde du zéro. Il évoquerait la courbe, le fluide, et il insufflerait l'idée de la souplesse, du dépassement de ce qui est connu, de la dispersion, de l'accouchement d'un monde intérieur vers un monde extérieur, et plus tard de la dynamique féminine. Le 1, lui, symboliserait la projection, le déploiement, le point de convergence, la ligne, ce qui prend de la dimension et ce qui s'organise. Il représenterait l'idée de l'expression qui se structure en langage, de la géométrie et la construction, l'aspect extérieur et la dynamique masculine. Le 0 sera la vibration, la courbe, et le 1 sera le son. Ces deux dynamiques introduisent et forment les polarités qu'on retrouve dans les traditions orientales sous les termes de yin et yang, le masculin comme contenant et le féminin comme contenu. Elles seraient en permanence en interaction, partout et dans toutes les formes et sensations inimaginables. Émergeant sous forme de vortex, cette flèche et ce cercle seraient un mouvement constant, tournant à l'intérieur de tout comme un moteur, autant dans des mondes immatériels que tangibles.
amenant de la signifiance derrière chaque chose, créant une énergie à part entière pour parler de soi à travers toutes les variables possibles. Déchirant la toile vierge du début, il créerait un cadre conceptuel dans lequel la présence peut penser et s'exprimer à travers ses propres manifestations, expérimenter un temps-espace et un vécu symbolique. Dynamisée par ce mouvement en spirale, l'information du début, tournant dans la mémoire d'elle-même, ralentit et se charge, devenant un fluide qu'on nomme éther. Il est d'abord une sorte d'énergie électrique, puis devient progressivement plus magnétique, ce que l'on nommera ici vril et orgone, et dont je parlerai plus tard. L'éther serait le substrat du temps-espace, un aquarium de sensations et d'impressions dans lequel le cosmos hallucine des couleurs et des formes intérieures, les réplique et les charge d'énergie pour les concrétiser et les alourdir, les cristalliser, et ainsi prendre du poids, de la dimension, de la chaleur, devenir plus réel. En s'ancrant dans le sensible, l'espace de sensation du cosmos s'imprègne de sa propre mémoire, se compresse, se compacte, acquiert une forme de tension jusqu'à un point de rupture, où cette condensation atteint une masse critique et jaillit sous forme d'un déploiement matériel. L'expérience de soi-même devient alors de plus en plus palpable pour le cosmos, qui rythme, séquence, plie et contracte son propre espace de sensation, structurant ainsi l'information en une grammaire, une sémantique stable dans laquelle se lire, et ainsi complexifier son monde de manière totalement nouvelle. La conscience, cet organe de perception qui prend naissance dans ses premiers flux cosmiques, fonctionnerait comme une technologie suprasensible, captant l'information à tous les niveaux de vécu, de la matière dense aux sensations, pensées et impressions. En sous-marin derrière tout, elle allumerait de l'intérieur chaque construction modélisée, donnant au cosmos la possibilité de se reconnaître à travers elle. Ainsi, un espace subjectif est créé de la particule à l'humain en passant par tout ce qui peut exister pour se connaître, se percevoir et générer un dialogue avec soi. Et s'écouter dans tout, se voir à travers tout, se goûter, se toucher, se sentir dans tout ce qui existe. Jouant aussi bien dans ce qui est organique que dans ce qui ne l'est pas, tout ce qui serait expérimenté dans le sensible constituerait un support d'étude, une bibliothèque dans laquelle la présence fait la lecture d'elle-même à travers des zéros et des uns métaphysiques. Exemple, un vase. Des particules à l'objet, je me sens en un dans l'échange électrique entre le noyau et les électrons de l'atome, en zéro dans la vibration d'une molécule, en zéro dans la forme ronde du vase, en un dans l'aspect élancé du vase, en zéro dans sa fragilité, en un dans sa texture rigide, en zéro dans le fait qu'il serve à transporter du liquide, en un dans le fait qu'il soit un contenant pour transporter quelque chose, en zéro parce qu'il amène un qualia de soulagement de la soif chez son propriétaire, en un parce qu'il occupe une place précise et symbolique au moment des repas pour ceux qui s'en servent, etc. Ceci est évidemment qu'un exemple et une interprétation très humaine et personnalisée, et surtout très limitée, parce que la présence a accès à tous les niveaux et toutes les couches de la réalité d'un objet, autant dans le concret que dans l'abstrait. Et surtout, elle se regarde dans toutes les versions matérialisées d'elle-même sur plein d'espace-temps de façon simultanée. Donc, contrairement à ce qu'on dit souvent, au début, il n'y a pas de création à proprement parler. Dieu, ou peu importe comment on appelle ça, ne crée pas. Il bouge, il tremble depuis un monde intérieur. Il se génère, et dans cette génération, il y a un langage qui commence à se créer, à s'incuber. Une verbalisation primaire et naïve de soi-même. Un mouvement d'expression dans lequel il s'observe. Pour une présence qui essaie de se percevoir, de se comprendre, d'en apprendre sur elle-même, il y a vraiment l'idée de communiquer et de fabriquer un monde de qualia qui répond en feedback avec le sensible à un questionnement qui est posé en permanence. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que ça fait d'être moi dans cette idée? Et la forme répond, ou plutôt le qualé qui est dégagé envoie une traduction via cet espace interstitiel qu'est l'éther, donnant naissance à cette fameuse métamatière. Alors plus une forme dans la nature répond intensément, plus elle va communiquer de l'information sur elle-même, plus il y a un qualé qui envoie du lourd. Une sensation très 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 vécue, très ressentie, pleine en fait, complète, sonore et colorée. Donc plus la présence habite et allume une forme de l'intérieur, plus elle peut, dans l'espace imaginaire qui apparaît, se reconnaître, s'entendre, se rendre cohérente et se comprendre, façonner un monde intelligible et efficace pour recréer du lien et de la parole.
Et une parole qui transforme tout, car en vibrant dans les formes, via la sonorité, elle passerait son temps à dissoudre, à phagocyter et à digérer ce qui est inaudible, incompréhensible et chaotique. Le bruit du départ, cette mémoire d'information, en la métabolisant et en la sculptant pour revéhiculer l'information vers elle-même. Ainsi, la présence se servirait de tout ce qui existe pour se recréer et se recycler en permanence dans des nouvelles formes. Et cela générait une pulsation particulière, un rythme, donnant l'impression d'un cœur qui met tout en cohésion, en extension, dans un battement que j'aime nommer le battement d'amour. Tout cela nous renvoie à cette vision animiste dont je parlais au début. Car si de la présence s'observe et se touche derrière toutes les sensations, toutes les formes et toutes les forces, tous les mouvements de la nature pour en apprendre sur elle-même, alors on peut imaginer que chaque strate de la matière est habitée par un esprit en incarnation, un souffle de la pneuma.